tous. Je suis très émue d'être là aujourd'hui, à la fois parce que c'est Florence qui m'a invitée, je la remercie vraiment. Et puis, j'ai connu aussi cette grande dame qui était Françoise Rudetsky. Alors, un peu de loin, je vais mettre un chronomètre parce que je me connais, un peu de loin, malheureusement, mais de loin vraiment, parce que j'ai fait, j'habite Lyon, j'ai fait mes études de médecine et de psychiatrie à Lyon et chef de clinique, j'avais un patron qui était Jacques Védrine, qui est toujours vivant, et qui a été expert de Klaus Barbie. Et déjà, il travaillait beaucoup cette médecine légale psychiatrique lyonnaise, où des gens parlaient beaucoup de Françoise. Et chaque fois que je la croisais, moi, je me tenais un peu à distance parce que je trouvais que c'était une très grande dame. Et alors, quelque chose m'émeut particulièrement parce que quelqu'un m'a dit qu'elle avait soufflé mon nom pour la référence nationale à la ministre de l'époque. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je la remercie déjà et j'aimerais que ce soit vrai. Donc, je suis très fière de ça. Bon, je suis pas là pour vous parler de mon histoire, bien évidemment, mais de l'engagement en termes de ce qui nous mobilise et ce pourquoi je suis là, au sein des cellules d'urgence médico-psychologique. Alors, rapidement, ça a été évoqué ce matin, hein, je dis rapidement ce que c'est. Ce sont des dispositifs complètement intégrés au SAMU, hein. Alors, avec cet aspect judicieux de pouvoir pallier l'urgence 24 heures sur 24 et pouvoir intervenir avec le SAMU sur des événements type catastrophe, attentat, événements collectifs, avec une temporalité qui est celle de l'urgence, hein, en immédiat, mais aussi en post-immédiat dans le premier mois. Donc vraiment, elles qu'on dit volontaires, qui sont psychiatres, psychologues, qui nous l'assumons. J'ai entendu ce matin être un peu trop psychiatre, mais je crois vraiment que les autres ont plus d'application de terrain qui est effectivement décalée de celle de la psychiatrie, il faut bien le dire, et qu'il faut beaucoup de liens avec la communauté. Et le regard d'église, c'est aussi le travail qu'on fait, le bagage de liens, je ne peux pas le développer, mais en tout cas, vous pouvez en être assuré. Cet engagement des personnels il va d'emblée de soi, hein, parce que quand on m'a proposé le poste, moi je terminais mon clinica, je connaissais bien les victimes, hein, puisque je travaillais aux urgences, je suis médecin légiste aussi, et je me disais, mais si tu étais victime d'une catastrophe, est-ce que tu voudrais voir un psychiatre? La question, elle va pas de soi. J'étais pas convaincue. En même temps, il y avait cet autre pendant où je me disais, le SAMU va sur le terrain, ils prennent en charge la souffrance physique. Pourquoi est-ce qu'on prend pas en charge la souffrance psychique au même titre que la douleur aiguë, quoi? Donc déjà, il y avait un positionnement un petit peu particulier d'avoir un certain a priori en quelque sorte comment aller faire les si dans ces événements. Et puis la pratique fait que il faut aller sur le terrain, il faut s'éprouver. À 90, la catastrophe du tunnel du Mont Blanc a été pour moi la révélation, puisque j'ai compris tout le sens, j'ai vu prendre en charge ces familles, parce que je vous précise que tous les impliqués, comme on dit, étaient morts, hein, c'était que des décédés, et il y avait les sauveteurs. Et j'aimerais faire une place aussi particulière, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, pour les intervenants, ces soignants qui interviennent en première ligne. Et là, vraiment, cette catastrophe du tunnel du Mont Blanc a été pour moi, une sorte de révélation et a pérennisé mon engagement au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier. Et puis alors après, il y a la catastrophe, il y a le collectif, et puis finalement, quand vous avez des équipes formées, qu'est-ce qui se passe inévitablement? On dévie sur d'autres types de victimes. Pourquoi? Quand une mère vous appelle parce qu'elle a vu, sa fille a été tuée par son compagnon,
que vous faites que de la catastrophe, mais qu'il n'y a personne pour la prendre en charge rapidement, eh bien, vous ouvrez une consultation et c'est comme ça qu'on a préfiguré les centres régionaux du psychotraumatisme parce que très vite, on a ouvert dans les CUMP, je pense que Thierry ne me contredira pas, des consultations du psychotraumatisme pour les victimes tout venant. Alors, des victimes, je parlais des catastrophes, je disais qu'elles ont été souvent révélatrices. J'aimerais aussi parler des drames humains autres. On a parlé des femmes, on parle aussi beaucoup actuellement, c'est très en vogue. Vous avez entendu parler de la prise en charge spécifique des enfants dans ces protocoles féminicides. Le père qui tue la mère, c'est souvent dans ce sens-là, et où on a beaucoup œuvré. D'ailleurs, on a à ce point œuvré que ça s'est su. Et je vous renvoie, jeudi, décidément tout coïncide, aujourd'hui journée des droits de l'enfant. Et jeudi soir, sur un numéro d'envoyé spécial consacré aux violences faites aux femmes, il y a un petit reportage qui concerne ces prises en charge par les CUMP. Alors c'est un peu exceptionnel parce que des enfants victimes de féminicide avec un sas de protection et une hospitalisation de 72 heures, je rentre pas là-dedans, mais c'était simplement pour vous montrer que l'engagement des CUM va de la catastrophe, mais souvent elle va au-delà. Alors, engagement, c'est ça, puis on a beaucoup parlé en philosophie, il me semble, je me tourne vers les spécialistes, mais moi je retiens, alors beaucoup plus trivialement, un auteur de roman de gare qui disait « Il est très rare dans un destin d'humain d'échapper à au moins une tragédie ». Et je trouve que c'est tellement bien dit. Donc, ces volontaires, ils sont devenus, alors j'ose pas dire, parce qu'on se bat contre ça, quasiment bénévoles. Parce qu'avec les moyens qu'on avait accolés au SAMU, on nous appelait n'importe quand, on nous appelait la nuit, le matin, les week-ends, etc. Et on n'avait pas un dispositif de garde comme un SAMU, donc on y allait. Alors c'était du volontariat un peu bénévole, quand même, il faut quand même le dire. Alors, cet engagement, il était au départ, je tiens à le dire, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, il a été douloureux. Il a été douloureux, pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes confronté à la souffrance à ce point-là, des catastrophes, du traumatisme, on a vu ce que c'était, et que vos pairs vous dénigrent. Et c'était ça au début. Au début. Ce ne sont pas les SAMU, ils étaient convaincus, les urgentistes, ils étaient convaincus. On avait même réussi à convaincre les institutionnels, les préfectures, les directeurs d'hôpitaux, à l'époque c'était les DAS. Mais il y en avait qui nous gardaient de travers, il faut bien le dire, et je n'ai pas honte de le dire parce que je m'étais un petit peu accrochée avec lui, Boris Cyrulnik le premier, en disant mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Les gens sont résilients, on psychiatrise tout, c'est la psychiatrisation de la société. Et quand on voyait, nous, qu'on était sur le terrain, on voyait les gens souffrir, ce discours était tout simplement extrêmement douloureux pour nous, et ça a été très, très compliqué. Alors maintenant, quand on dit aller au-devant, l'aller vers, ça viendrait plus à personne l'idée de dire si on attend la demande, excusez-moi, mais la personne en urgence qui fait un infarct, elle demande rien par définition. Mais nous, on était dans cette mouvance où fallait attendre la demande. Et si vous savez le tort que ça nous a fait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'avais une position, alors j'étais plus jeune, j'y allais, de militante, et je me rappelle de quelqu'un au ministère qui m'avait dit « Mais tant que vous serez dans ce militantisme-là, ça fait pas trop. » Eh ouais, mais là, je pense que Françoise me rejoindrait, parce que comment voulez-vous ne pas être militant quand on vous dénigre en quelque sorte? C'est quand tout va bien. Vous pouvez aujourd'hui, je suis pas militante. Je parle des cellules d'urgence médico-psychologique de manière apaisée. Vous m'auriez vu il y a 20 ans, mais j'aurais essayé de vous démontrer par A plus B pourquoi il fallait qu'on y aille.
Mais c'était comme ça. En tout cas, je crois qu'on vient de loin. Et c'est des gens aussi comme Florence, que je remercierai jamais assez parce que Nice a été pour moi vraiment une expérience inédite. Je suis allée sur beaucoup de catastrophes, AZF, le Concorde, les attentats de Paris, mais Nice a eu cette marque pour moi absolument indélébile d'avoir eu à monter à Nice un hôpital psychiatrique, et là j'ai pas peur d'employer le mot, de guerre. Pourquoi? Parce qu'au PULP, au poste d'urgence médico-psychologique sur la promenade des Anglais, quand vous voyez une décompensation psychiatrique, un délire, une attaque de panique, des décompensations psychiatriques que j'appelais l'hôpital Pasteur et que je disais là, il faut orienter, on va hospitaliser cette personne. Au bout d'un, deux, la troisième, le collègue de Pasteur m'appelle et me dit Nathalie, tu te débrouilles avec tes décompensations. Parce que de toute façon, nous, on n'a plus de place. Et ça montre ce que peut faire la catastrophe de grande ampleur avec la désorganisation des moyens. Et j'ai eu à mettre en place quelque chose que j'aurais jamais imaginé avec mon expérience dans un poste d'urgence médico-psychologique, des gens avec des perfusions dans des civières et qu'on faisait une sorte d'hôpital de jour parce que le soir ça fermait. Alors je vous dis pas le stress quand il fallait les renvoyer chez eux, C'était, vous êtes sûr là, la famille, vous avez bien fermé les fenêtres, vous allez le surveiller, toute la nuit, vous le surveillez, vous le ramenez demain matin. Je sais pas si vous voyez comment il a fallu qu'on jongle et pour vous montrer que, voilà, on apprend toujours et j'ai vu que le titre c'est l'avenir d'écume. Je crois que l'avenir d'écume, ça va être la surprise malheureuse de ces catastrophes qui chaque fois nous montrent quelque chose de nouveau et j'ai l'impression, j'ai presque peur de le dire, quelque chose de chaque fois plus éprouvant. En tout cas, l'avenir, moi j'aimerais qu'on n'oublie pas, alors ça fait un peu ringard, je dis ça, alors je ne vais pas pareil. Mais j'entendais ce matin beaucoup le cerveau, l'amygdale qui s'allume, je connais ça par cœur, c'est pas nouveau, avec évidemment cet encodage défaillance ou avec cette charge en fait, avec un déficit de l'extinction du lobe frontal. Mais quand vous voyez les gens, vous voyez pas des amygdales qui s'allument, C'est pas comme ça que ça marche, Et je crois que là, la philosophie et le sens de la vie et la finitude et la mort et l'absence de maîtrise, bon sang, mais surtout n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça vous chosifie. Et qu'est-ce qu'il faut quand les gens se sentent chosifiés par l'événement traumatique? Il faut l'autre, l'appartenance, l'alter ego. Il faut l'autre, il faut restaurer les appartenances, mettre en branle la communauté de façon à ce que l'événement, parce que les gens, je finis la phrase, de façon à ce que l'événement soit le moins impactant possible. Parce que, croyez-moi bien, les gens se traumatisent autant par ce qu'ils ont vécu, écoutez-moi bien, que par comment ce qu'ils ont vécu est géré. Vous entendez? C'est-à-dire, moi, je me souviens d'AZF, cette femme ensanglantée qui vous dit « Ouais, j'étais comme ça, pleine de sang. Le pompier, il courait devant moi, il me regardait même pas. On m'a laissée toute seule, comme un chien. » Et alors, l'explosion, certes, mais vous avez l'impression que ce qui cristallise le traumatisme, c'est l'absence de proximité de l'autre, c'est l'absence d'entraide, c'est la pérennisation de la chosification par l'absence de maîtrise. Là, on est vraiment dedans. Alors, des amygdales, des souris, des hippocampes, c'est bien pour la recherche, attention, je ne nie pas ça, mais je crois qu'il faut aussi faire de la recherche très pratique, de terrain, d'organisation, mais aussi peut-être philosophique sur comment penser la mort, comment penser la maîtrise, parce que dans l'hippocampe qui s'allume et le lobe frontal, on n'a pas dit que l'être humain par rapport à la souris et tous les autres mammifères, c'est le seul qui sait sa mort. C'est le seul qui sait qu'il va mourir. Alors vous me direz, on me dit l'éléphant, j'adore les éléphants, j'en ai partout chez moi. Oui, mais l'éléphant, il sent que la fin est proche, il sent que les autres sont morts. Mais le petit humain, il fait l'expérience, je sais pas, Florence, vers 5, 6 ans, 7 ans, qu'il est mortel. Et ça.
ça donne vraiment un destin d'humain. Voilà, je pourrais rester encore longtemps. Je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé la parole et c'est un sacré engagement que ce que nous faisons tous. Merci beaucoup.